Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour. D'accord. On va laisser tout le monde s'installer. On va démarrer à 10 heures. Bonjour, bonjour. Hello. Salut Alex. Alors pour info, loi de Murphy oblige, j'ai eu 2 problèmes de connexion ce matin juste avant de démarrer le webinaire. On croise les doigts pour que ça ne réarrive pas. Donc ça fait des mois que j'ai pas eu de problème. Mais bon, cas où, de toute façon, il y a Florent et Philippe qui sont là pour m'aider. Voilà, ce serait pas drôle du tout sinon. Salut Nicolas. Alors pour info aussi, vous avez une petite cloche de notification là en haut, juste au-dessus de l'écran, si vous voulez pas entendre un petit son à chaque fois que quelqu'un parle sur le chat ou pose une question. Bien vu. Ça peut être. Alors je vous conseille de le faire aussi. Hein. Ouais, c'est bon. Nickel. Ouais. Pareil, si vous entendez un enfant pleurer à un moment, c'est normal. Oblige. Bonjour. Bonjour. Au niveau du son, c'est bon pour tout le monde. Vous entendez bien, vous voyez bien la slide. Parfait. JS donne envie de pleurer. Ça commence, ça commence. Ok. Cool. C'est bon. Salut Alix. Salut Camille. Des petites dédicaces. C'est ça. Alors oui, à la fin du webinaire, vous allez recevoir un replay. Je ne sais pas si c'est vraiment les slides que vous allez recevoir directement ou un replay vidéo. Je pense que c'est un replay vidéo. Bon, en tout cas, vous pourrez revoir le webinaire. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Ça y est, il est officiellement 10 heures, hein, si je ne dis pas de bêtises. Bon, en attendant que les gens arrivent, je pense qu'on peut commencer peut-être les présentations. Ça marche. Histoire de ne pas perdre trop de temps. Du coup, je suis accompagné de Florent et Philippe, du coup, de la fourchette on crawl, que je vais vous laisser vous présenter.
Ok, alors bonjour à tous. Donc, Florent, le responsable SEO de La Fourchette. Je suis là pour vous faire un petit retour d'expérience sur notre implémentation de JavaScript pour la refonte de notre site. Donc, nous, on est parti sur une solution React et SSR, donc Server-Side Rendering. Je vais vous raconter tout ça. Et Philippe, donc bonjour à tous. Donc, je suis directeur technique de OnCrawl, la solution d'audit SEO. Un des composants principaux de la solution crawl, c'est un crawler qui permet d'analyser son site. Et comme tout bon crawler qui se respecte, on a la possibilité de rendre le JS. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous raconter un peu les infos plutôt côté crawler, comme Google, Bing et autres moteurs doivent faire pour comprendre le JS aujourd'hui. Je vais vous raconter tout ça. Et du coup, Mehdi, moi, je suis directeur de l'expertise côté Cluster. Et globalement, j'ai plutôt une expérience côté agence, notamment sur tout ce qui va être audit technique. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai dû travailler sur pas mal de clients qui avaient une implémentation, donc Full.js, que ce soit sur l'Angular ou du React. Du coup, juste avant de commencer, je rappelle 2-3 trucs. Donc, il y a le fait que vous avez la petite cloche en haut, j'ai dit tout à l'heure, et pour ceux qui n'étaient pas là, pour désactiver les notifications. Ça vous évite d'avoir un petit son désagréable à chaque fois que quelqu'un parle sur le chat ou pose une question. Sinon, dans le déroulé, en fait, sur chaque intervention au niveau des webcams, on va juste activer la webcam de celui qui parle, en fait, histoire de limiter la bande passante. Concernant les questions, en fait, quand vous avez des questions pendant la présentation, vous pouvez les poser directement dans l'onglet questions. Ce sera un peu plus simple pour nous que dans le chat pour pouvoir y répondre par la suite. Donc, en fait, entre chaque intervention, on va essayer de prendre un peu de temps pour répondre à quelques questions. Et si on n'a pas le temps de répondre à tout, en fait, on répondra directement en texte dans l'onglet questions. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Oui, sur les derniers webinaires, il y avait que certaines personnes avaient des problèmes à certains moments où ils n'entendaient plus le son ou quelque chose comme ça. En général, c'est plutôt lié à la connexion. En fait, il suffit de réactualiser. En général, tout marche. Et puis, effectivement, sachez que si vous perdez la connexion, vous ratez une partie de la présentation, vous recevrez de toute manière un replay à la fin du webinaire. Alors, on est combien? Une soixantaine. Il y a déjà une question. Aura-t-on la présentation à la fin? Oui. On aura bien la présentation à la fin. Est-ce qu'on attend peut-être quelques minutes pour les derniers retardataires? On attend 2-3 minutes et puis on est parti, je pense. Ah, tu as un supporter, Florent. Quentin qui t'encourage activement. Yes, salut Quentin, merci. Quentin qui bosse avec moi à La Fourchette. D'accord. Avec plaisir pour le webinaire. Il faut attendre la fin pour dire merci, vous allez peut-être être déçus. Tu nous invites, Philippe? Je pense qu'on va démarrer tranquillement parce qu'il y a quand même pas mal de choses à présenter, mine de rien. Donc sur le sommaire, en fait, la manière dont ça va se dérouler, moi j'ai commencé à vous faire une petite introduction au JavaScript. L'idée c'est de répondre à la question pourquoi ça existe, à quoi ça sert et c'est quoi les évolutions des usages entre le JavaScript il y a 20 ans et ce qu'on peut faire actuellement. Donc ensuite, Philippe va rentrer plus dans la technique sur la compréhension de JavaScript par Google, donc comment Google traite le JavaScript, est-ce qu'il le traite correctement, c'est quoi les sujets d'attention. Et
Ensuite, Florent parlera de différentes solutions pour qu'un site Full.js soit quand même SEO compliant et qu'il n'y ait pas de problème d'accessibilité. Puis un retour d'expérience spécifique sur la fourchette, qui est donc du coup sur React. Et puis enfin, Philippe nous parlera de quelles analyses on peut faire et comment on peut monitorer un petit peu tout ça avec OnCrawl. Du coup, Yes. si c'est bon pour tout le monde, on va commencer. Et des tips aussi. Yes. Très bien. C'est parti. C'est parti. Donc, du coup, pour un petit truc historique, donc le JavaScript, ça date de 1995. Donc, c'est Brendan Eich qui était, je ne sais pas si je le prononce bien, j'espère que quand je passe son prénom, mais qui était ingénieur chez Netscape, il a créé le JavaScript en 10 jours. Il avait un besoin assez rapide pour renforcer l'offre commerciale de Netscape. En fait, c'était pour concurrencer Microsoft avec Internet Explorer. Il faut savoir qu'à la base, ça devait s'appeler LiveScript. En fait, le choix, il s'est porté sur JavaScript, simplement pour capitaliser sur le Java, qui était un langage assez populaire, enfin qui est toujours populaire d'ailleurs. Mais ça a créé aussi beaucoup de confusion, parce qu'en fait, le JavaScript n'a pas grand-chose à voir avec le Java. C'est vraiment un langage à part entière, qui est très différent du Java. Voilà, pour info, cette personne-là, plus tard, était CEO chez Mozilla, puis il a créé son navigateur Brave. Donc, Brave, c'est un navigateur qui a pour particularité de bloquer de mémoire pas mal notamment de JavaScript, de tracker JavaScript, qui renforce en fait tout ce qui est autour de la confidentialité. Pour parler plus spécifiquement du JavaScript, à l'époque, en fait, les usages étaient assez différents de maintenant. L'idée, c'est d'avoir un langage qui permet de créer plus d'interactivité sur une page, donc d'avoir un peu plus de dynamisme. Et c'était notamment ça permettait notamment de venir en complément du CSS, qui permettait beaucoup moins de choses à l'époque. Bon, alors en 95, je crois que ça n'existait même pas du tout le CSS. Ça a dû arriver vers 96 ou 97. Et en fait, le truc, c'est que même au début des années 2000, en fait, tous les développeurs webmasters devaient scoltiner Internet Explorer 6, qui était une vraie plaie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas supportées, notamment au niveau du CSS. Exemple typique, c'est un truc qu'on voit tout le temps. Je passe la souris sur un lien et mon lien il change de couleur. Début 2000, c'était pas possible. Si on voulait être compatible avec tous les navigateurs, on était obligé de passer par du JavaScript juste pour faire ça. Aujourd'hui, évidemment, juste avec du CSS, on peut faire ça. On peut faire même beaucoup plus de choses, comme des animations, des menus déroulants, on peut aller beaucoup plus loin. Avant, en fait, toutes ces choses-là se faisaient plutôt via du JavaScript. Je vous propose de faire un petit moment dans le temps dans le web des années 2000, début 2000. Donc, c'est une époque un peu laboratoire. Alors que, en gros, la différence par rapport à maintenant, c'est que les gens, effectivement, c'est des très beaux sites avec ça. En fait, les gens faisaient vraiment leur site de zéro. Ils avaient le petit bouquin, ils achetaient leur petit bouquin, le HTML pour les nuls. Ils partaient de zéro et du coup, chacun laissait libre cours à sa créativité. Et ça donnait pas que des belles surprises, comme vous pouvez le voir. Et au niveau de l'utilisation de JavaScript, c'est un peu pareil. On a vu naître beaucoup de choses. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont toujours utilisées, comme par exemple des sliders, des menus accordéon, etc., qui sont toujours utiles. Mais beaucoup de choses qui ont été un peu testées, qui se font plus maintenant. Typiquement, là, vous voyez en haut à droite, c'est d'horloge, enfin l'affichage de l'heure en dynamique. Et l'idée, c'est que chaque seconde, l'heure s'actualise. Donc, ça consiste à dépenser pas mal de ressources juste pour afficher l'heure à l'utilisateur qui l'a de toute manière déjà sur sa barre de tâches Windows ou Mac ou peu importe. Et il y a aussi eu beaucoup d'autres usages qui seraient aujourd'hui considérés comme criminels d'un point de vue expérience utilisateur. Typiquement, vous savez, les messages défilants tels que vous pouvez avoir sur des chaînes d'information en continu, avec le message qui défile horizontalement. Ça, c'est évidemment un truc qu'on va pas faire en web normalement, parce que l'intérêt du web, c'est que c'est interactif et que c'est justement à l'utilisateur de décider de la vitesse à laquelle il va lire l'information. Et voilà, c'est pas le même support que la télévision. Donc, il y a des conventions UX qui sont un peu imposées au fil du temps. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que
en termes de JavaScript, il y avait d'un côté pas mal de choses qui sont faites, qui peuvent se faire maintenant en CSS, une partie d'autres choses qu'on ne fait plus, et en fait, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à le faire. Et il reste évidemment quelques autres choses qu'on fait encore. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que là, on parle que d'ajouts un petit peu vraiment esthétiques, on va dire. Ça ne touche pas au contenu. Donc à l'époque, Google exécutait pas le JavaScript, mais d'un côté, le JavaScript ne touchait pas tellement au contenu. Donc le SEO, si vous voulez, ce n'était pas un sujet par rapport à l'utilisation de JavaScript, en tout cas pas dans les 99,9% des cas. Maintenant qu'on a parlé des usages, l'idée c'est de voir un petit peu comment ça fonctionne derrière. Donc, on va commencer par regarder comment fonctionne un site web classique. Donc, typiquement, si je prends l'exemple de la fourchette, ce qui se passe, c'est que si je vais sur une URL qui correspond à une fiche restaurant, je prends mon URL dans le navigateur, je fais la requête. Côté serveur, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir un programme qui va être exécuté, qui reçoit la requête. Donc, on lui dit, voilà, je veux voir telle URL. Donc, le programme analyse l'URL, il voit que ça correspond à une fiche restaurant. Donc, il va faire des requêtes en base de données pour aller chercher toutes les informations qui correspondent à ce restaurant, donc le nom du restaurant, le descriptif, les images, les commentaires, enfin, voilà, tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on veut afficher, en fait. Une fois que ces informations, il construit son HTML en mettant toutes ces informations dedans, et il renvoie le fichier HTML au client. Et donc, moi, côté client, avec mon navigateur lit le HTML, et puis voilà, quoi, fin de l'histoire. Ce qu'il faut noter, c'est que toute la partie en vert là, qui correspond aux instructions côté serveur, c'est totalement opaque côté client. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. Et en fait, ce n'est pas mon problème. Moi, je fais ma requête, je reçois mon HTML, et j'ai besoin d'aucune intelligence de mon côté. Ça, c'est pratique pour un robot d'exploration tel que Googlebot, c'est que c'est pareil, il n'a pas besoin de réfléchir, il envoie l'URL, il récupère le contenu, ensuite il fait son traitement, il l'indexe, etc. Et il n'a pas besoin de réfléchir beaucoup plus loin que ça. Maintenant, si on regarde ce qui se passe quand on ajoute un peu de JavaScript, c'est tout de suite un peu plus complexe. Donc, on a la première partie qui est pareil, les instructions côté serveur, la génération du fichier HTML qui ensuite est envoyé au site côté client. Et ensuite, tout ce qui va être programme JavaScript, ça va être exécuté par le navigateur. Et contrairement aux instructions côté serveur, qui sont en général, on va dire, des instructions un peu à la suite, en JavaScript, en général, on ne fait pas ça. On ne fait pas simplement des instructions à la suite. Alors, tu fais d'abord ça, ensuite tu fais ça. L'intérêt du JavaScript, c'est de pouvoir utiliser ce qu'on appelle des événements. Donc, des événements, c'est le clic sur un bouton, ça peut être du scroll, ça peut être du rollover, donc quand on passe la souris sur un élément, ou un événement qui est hyper important, qui est le upload, donc qui correspond au chargement de la page. Et ce qui se passe, c'est qu'on écoute des événements, hein, c'est le terme. Par exemple, si j'écoute le chargement de la page, ce que je peux faire, c'est dire, voilà, quand la page est chargée, je veux que tu m'exécutes cette suite d'instructions JavaScript. Typiquement, ça peut être, la page elle charge, j'ai eu des instructions JavaScript qui vont me dire, ok, la page elle est chargée, donc maintenant je vais créer une popine et afficher la petite popine RGPD pour demander le consentement à mes utilisateurs pour leur envoyer des cookies. Dans le cas du clic, ça peut être, par exemple, je veux faire apparaître une popine quand je clique sur un lien. Donc, au moment du clic, je passe dans le programme JavaScript qui va construire en HTML la popine et l'intégrer dans le HTML. Donc, c'est ce qu'on entend par la modification du DOM. Donc, en fait, un DOM, ça veut dire Document Object Model. Ça correspond à votre HTML, en fait. Donc, c'est un peu plus complexe. Et ce qui est tout de suite notable, c'est que, évidemment, maintenant, on sait que Google sait exécuter le JS. En tout cas, on dit qu'il exécute le JavaScript. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que vous voyez que dans la partie OnLoad, j'ai mis un cadre vert pour montrer que ça, effectivement, Google sait l'exécuter. Par contre, tout ce qui va être clic, scroll, tous les autres événements, en fait, il ne va pas être capable d'entrer dedans. Donc, il faut faire attention quand on dit que maintenant, Google sait exécuter le JavaScript. Et voilà, pour preuve, si je prends un petit test que j'ai fait, donc là, j'ai fait une page HTML très simple. J'ai mis 2 boutons et 3 blocs gris. En fait, au niveau du HTML, j'ai mis aucun contenu dans chacun des blocs. Ensuite, j'ai créé un petit programme JS par-dessus qui va écouter le chargement de la page. Au chargement de la page, je remplis le premier bloc de contenu. Au clic sur le premier bouton, donc avec l'événement clic, je charge le contenu du deuxième bloc.
et j'essaie un troisième événement, le rollover sur le bouton 2, et là, je charge le contenu sur le troisième bloc de contenu. Quand vous regardez sur la droite, ça, c'est le rendu que Google a quand on fait le test par la Search Console. Là, il exécute le JavaScript. Et vous pouvez voir tout de suite qu'effectivement, il voit que le premier bloc de contenu, parce qu'il exécute que l'événement onload. Donc, c'est pour ça que quand on dit que Google sait exécuter le JavaScript, faut faire attention parce que c'est pas si simple que ça, c'est pas binaire. C'est un petit peu comme si je comprends un mot sur 3 en espagnol. Est-ce qu'on peut réellement dire que je parle espagnol? C'est peut-être pas aussi simple que ça. Une autre chose à comprendre aussi, c'est donc là, cette période-là, toujours début 2000, en termes de limitation, on peut faire effectivement pas mal d'interactions dynamiques en fait avec l'utilisateur grâce au JavaScript, mais on est quand même limité. Vous voyez qu'au niveau des instructions qui sont faites côté serveur, là, en fait, côté serveur, au niveau de ces instructions-là, il peut requêter sur l'entièreté de la base de données, donc de la fourchette, si je reprends l'exemple de la fourchette. Il peut avoir toutes les informations de tous les restaurants de la fourchette. Par contre, une fois qu'il a envoyé le HTML, le JavaScript, il est dépendant du HTML qui est envoyé. Donc, par exemple, si j'ai un menu qui me permet de changer de restaurant, je clique sur un autre restaurant et j'aimerais bien mettre à jour le contenu pour avoir les infos de ce nouveau restaurant, ça va être compliqué parce qu'en fait, je n'ai pas ce contenu-là accessible. J'ai que les informations qui sont dans le HTML et j'ai aucun moyen de communiquer entre mon JavaScript et mon serveur. Je suis vraiment bloqué par le HTML. Là, la seule possibilité de faire ça, ce serait d'avoir déjà le contenu de tous les restaurants de la fourchette directement dans le HTML. Donc, vous imaginez bien que sur un site de la fourchette, ça ferait un fichier HTML quand même très, très lourd. Et je pense que de toute manière, votre navigateur cracherait avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Donc, ce n'est pas la solution idéale. Donc, jusqu'ici, en termes de dynamisme, on est quand même limité et on ne peut pas aller aussi loin que ce qu'on peut faire avec des applications natives que vous avez sur votre ordinateur. Et là où il y a un tournant qui s'opère, c'est avec l'Ajax. Donc, concrètement, en 2005, il y a Jesse James Garrett qui publie un article où il invente le terme Ajax et le popularise. Et en fait, ce qui nous explique, c'est qu'il y a un objet qui s'appelle XML HTTP Request qui a été implémenté par Microsoft dans Internet Explorer en 98, donc c'est déjà assez vieux, mais qui a été repris aussi par les autres navigateurs entre 2002 et 2005. Et l'intérêt de cet objet, c'est qu'il permet à JavaScript de faire des requêtes HTTP. Et ce qu'il explique dans son article, c'est qu'en fait, cet objet-là, il va permettre de faire communiquer le JavaScript et le code qui est côté serveur. Et donc, à partir de JavaScript, on pourra récupérer des informations qui sont côté serveur. Donc là, concrètement, si je reviens ici, je fais ma passerelle entre mes instructions JavaScript et mon code serveur, et je peux faire ce dont je parlais tout à l'heure, à savoir actualiser le contenu pour passer d'un restaurant à l'autre, sans avoir ni à recharger la page, ni avoir un fichier HTML qui contient tous les restaurants de la fourchette. Et ça permet vraiment de lever tous les freins techniques à toutes les applications qu'on peut imaginer. Donc, par exemple, faire un web chat type Facebook Messenger. Quand vous êtes sur une boîte mail, le fait de recevoir une notification quand vous recevez un nouveau mail sans avoir à recharger la page. Donc, ça fait vraiment sauter tous les freins techniques. Le seul truc, c'est que c'est un peu pénible à mettre en place. Pourquoi? Parce que quand vous voulez faire une requête Ajax, en fait, il faut s'adapter en fonction du navigateur. Je vais vous présenter déjà un peu comment ça fonctionne avec la requête Ajax. Donc là, je reprends le schéma de tout à l'heure. Donc, on a les instructions côté serveur, on a le HTML, ça on a vu. Ensuite, j'ai une action, par exemple, clic, j'ai les instructions JavaScript qui se font. Et là, vous voyez dans ma première instruction, ce qui se passe, c'est que j'ai une requête HTTP qui se fait sur le bloc où j'écris SSR. Il faut imaginer que c'est par exemple un bout de code PHP, un script qui est côté serveur. Je dis PHP, ça peut être Python, ça peut être n'importe quoi. L'important, c'est que ce script-là, côté serveur, il peut communiquer avec la base de données. Donc, je clique sur un nouveau restaurant, j'ai une instruction qui me dit, moi, au niveau de JavaScript, je n'ai pas les informations liées à ce nouveau restaurant. Je fais une requête HTTP sur un script côté serveur qui, lui, va pouvoir faire la requête pour moi en base de données. Il me renvoie toutes les informations du nouveau restaurant. Et ensuite, je repasse en JavaScript classique et je peux actualiser mon HTML pour changer le titre, le nom du restaurant, les images, etc. Si vous voulez, pour imaginer un peu le truc, c'est un petit peu comme si
pour ne pas avoir à actualiser la page, en fait, ce que faisait JavaScript, c'est qu'au moment où je clique sur un autre restaurant, il ouvrait un peu secrètement un fichier, un nouvel onglet qui correspond à l'URL de ce nouveau restaurant. Il allait récupérer les informations, il fermait l'onglet et il le remodifie sur l'onglet actif. Évidemment, il ne fait pas ça comme ça, c'est-à-dire qu'il n'ouvre pas techniquement un nouvel onglet, mais c'est un peu ça qui se passe quand il fait une requête HTTP. Et donc, comme je disais, on a tous les freins techniques qui sont un petit peu levés, mais là où c'est un peu pénible, c'est que pour faire cette requête HTTP, à l'époque, en JavaScript natif, c'était hyper galère parce que on disait ainsi, si l'utilisateur est sur Internet Explorer, il fallait le coder d'une certaine manière, s'il était sur Firefox d'une autre manière, et il y avait 3 cas, j'avais dit, donc pour les autres navigateurs, c'est encore d'une autre manière. Donc c'était possible, mais c'était un peu pénible. Et c'est pour ça qu'en 2006, je crois qu'il y a jQuery qui est arrivé et plein d'autres librairies JavaScript comme MooTools, Prototype, Scriptaculos. Donc ça va peut-être réveiller des souvenirs chez pas mal d'entre vous. Ce qui est notable, c'est que jQuery a vite explosé tous ses concurrents pour devenir leader assez rapidement. Et en fait, ce que ça permet, c'est que ça va, en gros, jQuery, nous autres, va faire toutes les tâches un peu pénibles pour permettre d'avoir une fonction JavaScript qui permet assez facilement de faire une requête Ajax sans se prendre la tête à savoir est-ce que mon utilisateur il est sur Firefox ou autre. Donc ça le permet pour l'Ajax et pour plein d'autres choses qui se font en JavaScript et qui sont un peu pénibles. Donc ça va permettre d'accélérer un petit peu la création d'applications en Ajax. Alors, il faut savoir aussi un truc, c'est qu'aujourd'hui, vous allez entendre de plus en plus parler de le faire en Vanilla.js plutôt qu'en jQuery. Vanilla.js, ça veut juste dire je le fais en JavaScript classique sans utiliser de librairie. En fait, ce changement, il est lié au fait que, évidemment, depuis 1995, le JavaScript a pas mal évolué. Et maintenant, les requêtes Ajax peuvent se faire assez simplement sans avoir à utiliser jQuery. Le problème de jQuery, c'est que c'est pratique, mais d'un autre côté, c'est un fichier JavaScript qui est un petit peu lourd à charger. Donc, ça a un impact sur le temps de chargement. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut vraiment se poser la question, quand tu utilises jQuery, de ne pas le faire par réflexe et être sûr qu'on en a vraiment l'intérêt. Au-delà de ça, c'est toujours compliqué d'avoir des applications WebJS qui soient assez faciles à maintenir et pérennes. Donc, si je reprends le cas, encore une fois, de la fourchette, c'est un gros site, il y a beaucoup de fonctionnalités, il y a beaucoup d'informations à traiter. Et si je crée mon application JavaScript classique, mon application Ajax classique, si vous voulez, c'est un peu particulier. Il y a plein de JavaScript un petit peu partout, il faut que je crée pas mal de scripts côté serveur pour répondre aux requêtes Ajax de JavaScript. Et concrètement, si je ne suis pas organisé, ça peut vite être très pénible à maintenir. Quand je vais demander à des développeurs de travailler avec moi sur le sujet, il faudra que je leur forme, que je leur explique un petit peu comment j'ai voulu organiser mon application. Donc, il y a vraiment un sujet sur la maintenance et la pérennité des applications. Et d'où l'intérêt des frameworks JavaScript qui sont arrivés par la suite. Donc globalement, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, la différence qu'il peut y avoir entre une librairie type jQuery et un framework type Angular, React, Vue.js. La grosse différence, c'est ça s'appelle l'inversion du contrôle. En fait, quand vous utilisez une librairie type jQuery, donc ce que je dis, ça vaut autant pour du JavaScript que pour des librairies ou frameworks sur d'autres langages, c'est vous qui créez votre application, vous êtes maître de votre application et vous appelez la librairie pour vous aider quand vous avez besoin. Alors que quand vous utilisez un framework, c'est le framework qui vous impose de concevoir votre application de telle manière, de ranger vos fonctions JavaScript dans tel et tel dossier de telle manière. Il vous impose vraiment plein de contraintes. Mais en fait, c'est ces contraintes qui rend la chose intéressante puisque ça formalise en fait une architecture. Et l'intérêt aussi, c'est que en plus du fait d'avoir une architecture un peu plus propre, c'est que quand vous allez intégrer de nouveaux développeurs, en fait, pour vous aider à développer l'application, si vous êtes sur Angular et que vous prenez un développeur qui a une expérience sur Angular, il va retrouver ses petits assez facilement. Pour imaginer, c'est un peu comme si vous avez l'habitude de travailler sur votre blog et sur WordPress. Si demain, vous êtes embauché chez quelqu'un qui a un site qui a rien à voir, vous devez le maintenir. Si le site est sur WordPress, vous allez retrouver vos petits assez facilement pour pouvoir ajouter des pages, modifier du contenu, etc. Donc là, c'est un peu le même principe.
Ensuite, au niveau des frameworks, donc qu'est-ce qu'on a concrètement? C'est un sondage que je trouve plutôt intéressant. C'est sur les différents frameworks qui existent, c'est quoi les plus utilisés et surtout, qu'est-ce qu'en pensent les développeurs? En fait, il faut savoir que les deux gros, c'est Angular et React. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde un peu, quand on pose la question aux développeurs, les développeurs qui utilisent Angular, en fait, la plupart de ceux qui utilisent Angular disent qu'ils préféraient ne plus avoir à l'utiliser et changer de framework. Ceux qui connaissent pas, enfin ceux qui n'utilisent pas Angular, ben, ils disent qu'effectivement ils connaissent, mais en général, ils n'ont pas envie de l'utiliser. À l'inverse, React, c'est à la fois très utilisé, donc vous voyez la partie en rouge, et à la fois ça a beaucoup d'adhésion. Ceux qui l'utilisent sont contents de l'utiliser, ils ont envie de continuer. Et ceux qui ne l'utilisent pas, ils connaissent et ils aimeraient bien apprendre à l'utiliser. Et en troisième place, on a Vue.js. Alors Vue.js, c'est intéressant parce que lui, il est sur une base de AngularJS, mais qui a beaucoup plus d'adhésion. Donc les gens qui l'utilisent sont plutôt contents de l'utiliser. Et ceux qui ne l'utilisent pas sont quand même intéressés. Donc, il faut s'attendre à ce qu'ils gagnent pas mal en part de marché. Donc, là, le sondage date de 2018, mais j'ai regardé sur 2019, les tendances sont les mêmes. En tout cas, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'au niveau du, comment dire, de tout ce qu'on va devoir avoir à faire pour rendre le site SEO compatible, que votre client ou que vous soyez sur Angular ou React, ce n'est pas un problème, ou sur Vue.js ou autre chose, les solutions sont à peu près les mêmes. Ensuite, un autre élément notable, pardon, c'est l'arrivée de Node.js en 2009. Donc Node.js, concrètement, c'est une plateforme de développement JavaScript. Ça permet quoi? Ça permet d'exécuter le JavaScript côté serveur. Donc, on pourrait dire beaucoup de choses sur Node.js, mais déjà, simplement le fait qu'on puisse exécuter le JavaScript côté serveur, ça étend vachement les usages. On peut utiliser vraiment le JavaScript pour faire un peu tout et n'importe quoi. Ça le rend beaucoup plus polyvalent, comme beaucoup d'autres langages. Et c'est plus juste un langage qui est fait pour être exécuté par un navigateur web. Ensuite, un des autres intérêts, un intérêt qui va être utile côté SEO, c'est que forcément, dès lors qu'on peut rendre du JavaScript côté serveur, vous imaginez bien qu'au niveau des solutions qui peuvent être pensées en fait pour avoir un site SEO compliant, ça va pas mal nous aider. Maintenant, si on prend un petit peu de recul sur tout ça, je vais faire une petite timeline. Donc, c'est pas forcément hyper lisible ici, mais j'essaie de vous lire. Donc, dans table, c'est en 95, le JavaScript a été créé. C'est à partir de 2005 qu'on lève les freins techniques avec l'invention du terme Ajax et le fait qu'on commence à faire des applications Ajax. Puis derrière, tous les outils qui vont nous permettre d'avancer là-dessus, notamment que ce soit de jQuery, les frameworks, Node.js. Donc jQuery en 2006, AngularJS, qui est le premier gros framework, on va dire, en tout cas populaire, en 2009. Et ensuite, tous les autres ont suivi. La sortie de Node.js. Et sinon, dans le même temps, il y a d'autres choses intéressantes. C'est Google qui développe un moteur JavaScript beaucoup plus performant pour son navigateur Chrome. Donc, ça permet d'avoir des applications, des programmes JavaScript qui sont beaucoup plus rapides à charger. Donc, ça démocratise encore plus le fait de pouvoir faire des applications en JavaScript. Un autre truc très intéressant, c'est la sortie de l'iPhone en 2007 sans le support de Flash. Donc, Apple qui commence à tuer Flash en disant qu'il ne veut pas supporter Flash sur son téléphone. Bon, il faut savoir qu'Apple, de toute manière, il aime bien les technologies propriétaires, mais plutôt quand c'est lui propriétaire, quoi. Et, globalement, j'imagine qu'il y avait d'autres implications côté sécurité. Au-delà d'Apple, il faut savoir que le fait que les gens migrent de plus en plus sur mobile, ça va plutôt dans le sens de JavaScript, puisque Flash, c'était pas spécialement adapté pour être quelque chose de responsive et qui soit pensé pour une application mobile. Sinon, un autre truc intéressant, en 2011, c'est la sortie du premier Chromebook. Alors, ça n'a pas forcément eu un franc succès, mais en fait, je vois ça un peu comme une démonstration de force de Google qui dit, en fait, maintenant, on est tellement capable de faire des applications performantes sur le web qu'on n'a plus rien à envier aux applications natives, à tel point en fait qu'on a le culot d'essayer de vous vendre un PC où il n'y a aucun autre logiciel que Chrome, et vous verrez que ça vous suffira. Et il y a moyen que ça prenne de plus en plus d'ampleur, que ce soit par le biais de Chrome OS
ou d'autres OS qui fonctionneraient un petit peu sur le même principe. À partir de, donc, une petite erreur, c'est pas 2015, c'est à partir de 2014. Il y a Google qui commence aussi à parler du fait que ça y est, il commence à savoir bien exécuter le JavaScript, à savoir comme ça indexer le contenu JS. Alors, encore une fois, attention, hein, c'est pas si simple que ça, et ça, Philippe pourra vous en parler un peu plus en détail après. Et sinon, là, tout récemment, Adobe a annoncé qu'il arrête totalement les développements en Flash. Donc là, ça va être vraiment, on va dire, officiellement mort, Flash, même si bon, ça faisait déjà un moment qu'on l'avait compris. Autre chose à noter aussi, c'est la sortie d'AngularJS de Google. Ça a créé aussi pas mal de problèmes, notamment sur... Vous avez peut-être été pas mal de fois confronté à des équipes techniques qui vous disent mais normalement, il ne devrait pas y avoir de problème en SEO puisque on utilise Angular et Angular, c'est Google. Sauf que, voilà, que ce soit clair, votre site ne va pas être plus accessible si vous passez sur Angular que si vous passez sur React ou quoi que ce soit. Et on a même plutôt des problèmes qui sont les mêmes quels que soient les frameworks utilisés. Donc, si on reprend un petit peu et qu'on fait un peu les avantages et inconvénients, c'est assez simple. Au niveau des avantages du JS, en tout cas de créer un site full JS, ça va être tout ce qui est temps de chargement, puisque une fois que vous allez charger la première page, dès lors que vous allez changer de page, en fait, il y a uniquement le contenu qui change, qui va être modifié. Alors, par exemple, sur un site classique, quand vous changez de page, vous rechargez toute la page et donc vous retapez le chargement du menu, du header, du footer, alors qu'en fait, il ne change pas. Donc ça, c'est l'avantage de passer par de l'Ajax. Et puis, plus globalement, tous les gains en UX, autres que le temps de chargement, toutes les expériences utilisateurs qu'on peut imaginer, qui soient plus proches d'une application native. Donc, ça vient aussi avec son lot d'inconvénients, notamment le coût SEO. Donc, vous verrez qu'effectivement, on peut avoir une application Full.js qui est accessible sans problème par un robot d'exploration. Néanmoins, c'est-à-dire qu'il faut tout penser en amont. C'est-à-dire que globalement, ce que je dis, c'est en général, vous demandez à quelqu'un qui ne connaît rien en SEO de faire un site web, on va dire standard, donc sans JavaScript, il va vous faire un site web qui va être accessible, même sans faire exprès, ce sera accessible pour un robot d'exploration parce que ça va être des liens. Parce que chaque contenu aura son URL. Quand on tape une URL qui n'existe pas, ça répondra en 404, etc. etc. Donc, globalement, sera accessible. Ce ne sera pas forcément optimisé, mais accessible. Alors qu'en JavaScript, si vous ne pensez pas tout en amont, le fait que chaque contenu ait son URL, c'est pas dit. Le fait que pour passer d'un contenu à l'autre, il faut passer par un lien hypertexte, c'est pas dit. Le fait qu'une URL qui n'est pas censée exister et répondre en 404, c'est pas gagné non plus. Donc, il faut vraiment tout penser en amont. C'est un peu plus compliqué. Ensuite, il y a aussi la sécurité, puisque forcément, comme il y a une partie de votre application qui s'exécute côté client, il y a du code qui est accessible au client. Et donc, faire attention à ne pas laisser des trucs un petit peu problématiques pour la sécurité. Si je peux donner un petit exemple, je pense que vous connaissez tous Majestic, qui permet de récupérer des informations sur la popularité des sites. C'est très utile en SEO. Ils ont un plugin Chrome qui permet, en naviguant, d'avoir les informations de TrustFlow, de StationFlow sur le site. À une époque, il affichait, même si on n'était pas abonné, on pouvait avoir le StationFlow et TrustFlow sans le détail des backlinks, mais on avait ça. Par contre, évidemment, on pouvait le faire que site, page par page, en ouvrant un onglet, en allant regarder la page et en dépliant Majestic. Donc, si on voulait récupérer les informations de StationFlow et TrustFlow sur 10 000 pages, par exemple, on était obligé de s'abonner. Sauf que faut savoir que les extensions Chrome derrière, c'est du JavaScript et que vous avez accès au code JavaScript de toutes vos extensions Chrome. Et en fait, quand on regardait le code de l'extension de Majestic, on voyait une clé API pour une API qui était spécifique pour cette extension. Et à partir de là, en fait, c'était assez simple de faire un petit programme qui allait récupérer StationFlow, TrustFlow de dizaines de milliers de pages en automatique sans avoir à s'abonner. Donc évidemment, ils ont corrigé le problème assez rapidement quand ils ont vu que c'était assez utilisé. Mais voilà, il faut être assez vigilant sur ce genre de choses, sur les appels API qu'on peut faire et qui sont visibles côté client. Et enfin, le dernier inconvénient qui est un peu plus mineur, c'est forcément, ça nécessite que le navigateur en face exécute le JavaScript. Alors évidemment, tous les navigateurs sont capables d'exécuter le JavaScript,
Néanmoins, je me suis perdu après. Néanmoins, en fait, il reste quand même des gens qui font le choix de ne pas exécuter le JavaScript pour des raisons de confidentialité. Alors, c'est très, très mineur, mais typiquement, si vous prenez quelqu'un comme Richard Stallman, qui est un des créateurs de GNU Linux, en fait, c'est quelqu'un qui pousse les gens à désactiver le JavaScript pour des raisons de confidentialité et presque des raisons politiques. Et donc, dans le milieu du logiciel libre, c'est pas rare de tomber sur des personnes qui désactivent le JavaScript. Donc, si vous ciblez vraiment hyper large, bah, c'est mine de rien peut-être une petite partie de votre audience qui serait privée du contenu. Et pour finir, je voulais répondre à quelques idées reçues autour du JavaScript. Des trucs qu'on entend souvent, c'est le JavaScript, en fait, c'est une mode, c'est le nouveau Flash, comme c'était un truc qui est arrivé, qui va mourir aussi rapidement que c'est arrivé. En fait, là, l'intérêt de faire un petit peu l'historique, ça, c'est de montrer qu'en fait, le JavaScript, on parle de quelque chose qui a 25 ans, qui évolue sur 25 ans, et que l'idée de s'approcher d'applications natives, c'est pas récent. Petit à petit, ça évolue petit à petit là-dessus. Donc, il y a un vrai mouvement de fond. On n'est pas sur une mode et sur quelque chose qui va s'arrêter. Et Flash, ça s'est arrêté justement en partie parce que JavaScript a pris le relais. Donc, il n'y a pas de raison que ça meure demain. J'y crois pas tellement. Et puis surtout, il y a des intérêts UX qui sont indéniables, hein, notamment de s'approcher des applications natives. Et ensuite, la seconde idée reçue, c'est de dire un site Full.js, de toute façon, c'est impossible à référencer. Donc, c'est un truc qu'on disait souvent aussi à l'époque où Google ne savait pas exécuter le JavaScript et que on va dire que les solutions pour implémenter des alternatives, c'était pas terrible, parce qu'on disait c'était OK, en fait, si vous voulez, pour tout ce qui va être vu uniquement par des gens logués ou back-office, faites-vous plaisir avec le JavaScript, mais évitez sur le front. Aujourd'hui, on peut difficilement défendre ça. Alors, par contre, attention, avoir une web app JS qui est vraiment performante d'un point de vue SEO, accessible et tout, ça va être vraiment très coûteux parce que, comme je dis, il faut vraiment penser à tout. C'est pas forcément pertinent pour tout le monde parce que ce coup-là, peut-être c'est plus intéressant de le porter sur la création de contenu ou l'amélioration de la popularité. Donc, il faut vraiment voir au cas par cas si vraiment il y a un intérêt à le faire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que techniquement, on a tous les outils pour avoir un site Full.js qui soit SEO compliant. Un petit peu pour ma partie, je vais regarder s'il y a quelques questions. Alors. Hop, où est la question? J'y arrive. Ok, non, la question, c'était simplement savoir si on allait avoir la présentation à la fin. Alors, qu'est-ce que disait Boris? Seul le contenu qui change d'actualiser n'est pas valide sur une landing page uniquement pour la navigation ultérieure. Sur la landing page, c'est souvent le surcoût de JS nécessaire. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu voulais dire, Boris. En tout cas, le seul truc, ce que je voulais mettre en avant, c'est que sur l'application Ajax, on peut très bien charger un contenu en Ajax qu'on affiche uniquement dans le corps de la page sans avoir à recharger le header et le footer. Donc, on va passer à la suite. Du coup, ça va être Philippe qui va nous parler un petit peu de comment Google traite un petit peu ça, le JavaScript, et en quoi c'est plus compliqué que ça en a l'air. Je te laisse la main. Ça marche, merci. Effectivement, du coup, maintenant, on va parler un petit peu du point de vue d'un bot. Donc, vous avez implémenté votre site en JS avec un framework où vous vous apprêtez à le faire ou à faire des modifications, et forcément, vous vous posez la question de qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue SEO, qu'est-ce que les bots vont voir. Et en fait, c'est ce point de vue-là que j'aimerais traiter maintenant. Si on revient un petit peu à la base, les bots, ils servent à quoi? Ils servent à récupérer le contenu de tous les sites qu'il peut y avoir sur le net pour en avoir une information, une copie chez eux, qu'ils vont pouvoir traiter, indexer et pouvoir présenter quand un utilisateur pose une question, pouvoir présenter les meilleurs résultats et l'amener vers
les sites qui présentent les meilleurs résultats, et en particulier les pages qui présentent les meilleurs résultats. Donc leur intérêt, c'est de savoir exactement finalement ce que vous allez voir quand vous arrivez sur un site avec votre navigateur, ce que vous allez voir. Et donc d'avoir un comportement qui est le plus proche possible du navigateur. Alors, si on s'intéresse plus particulièrement à Googlebot, ils ont fait pas mal d'annonces, notamment l'année dernière, sur le fait qu'ils utilisent Chrome Evergreen. Donc déjà, ils utilisent Chrome, donc le même navigateur que celui qu'on peut avoir, et Evergreen, donc dans une version qui maintiennent en permanence à jour. Avant, ils avaient une version vraiment statique et elle ne bougeait quasiment pas. Maintenant, ils mettent vraiment ça à jour, donc ça veut dire qu'ils sont capables de suivre les évolutions dans le temps de tout ce qu'ils rajoutent dans Chrome, des supports, des bug fixes, tout ça. Et ils ont communiqué sur le fait qu'ils supportent les frameworks, du Angular, du Vue.js, du React. Et pour une fois, ils n'ont pas été trop avares en détail sur comment ils traitent le JS, ce que ça a comme implication chez eux. Ils ont donné pas mal de bonnes pratiques aussi. Je vous invite à regarder un peu notamment le Google I.O. 2019. Il y a pas mal de vidéos sur YouTube qu'on peut retrouver. Il y a pas mal de presse qui sont très intéressantes. Et bien sûr, sur developersgoogle.com, il y a aussi pas mal d'infos. Alors après, bien entendu, il faut respecter les bonnes pratiques. Il y a tout un tas de bonnes pratiques à respecter. Quand on fait du JS, il y en a encore plus. Si je devais en citer qu'une, par exemple, quand on navigue et que l'état de la page change, on doit retrouver en fait une URL qui permet de retrouver l'état de la page tel qu'il est. Et ça, c'est assez important parce qu'il faut quand même garder en tête qu'un moteur de recherche, il présente les résultats dans sa page de résultats, il présente les sites. Et il peut les lier que par une URL uniquement. Il n'y a pas tout l'état qui a mené au contenu d'une page. Donc, il faut vraiment que chaque URL corresponde à un état de la page et qu'on ait ça qui soit bien en phase. Mais heureusement, les frameworks aident à faire ça. Alors, c'est cool, donc il n'y a rien à faire. Finalement, en gros, ils ont dit que tout marche bien. Ils font comme le navigateur, donc en fait, il n'y a pas de sujet. Bon, si, il y a quand même quelques sujets. C'est que quand ils vont traiter des tonnes et des tonnes de pages, et on va voir un peu plus loin combien, ils rencontrent tout un tas de problèmes pour traiter ça en automatique. Donc eux, ils ont des Chrome headless, donc des Chrome sans l'interface graphique, qui sont juste utilisés programmatiquement, et des bataillons de Chrome comme ça qui rendent des pages. Et finalement, il y a tout un tas de limites qu'ils mettent pour se garantir de ne pas exploser en ressources, de ne pas simplement faire crasher les navigateurs. Donc, il y a des limites sur le temps de chargement complet de la page, il y a des limites sur le CPU consommé. C'est assez drôle d'ailleurs, parce que sur le CPU consommé, il peut y avoir différentes raisons en fait, pour lesquelles un site peut consommer beaucoup de CPU. C'est il y a des boucles qui tournent quelque part, donc un bug. Et ils ont aussi trouvé des choses auxquelles ils ne s'attendaient pas. C'est par exemple le minage de crypto-monnaies, qui en fait à un moment donné a fait juste exploser leur plateforme parce que il y avait des sites qui prenaient au taquet de CPU pendant hyper longtemps et qui accaparaient toutes les ressources. Et en gros, ils ont fait du test and learn un peu sur ce que ça voulait dire d'interpréter du JS à plus grande échelle au fur et à mesure. Et ils ont réglé ça en rajoutant des limites pour garantir d'avoir le contenu, mais en même temps sans que, ça leur coûte extrêmement cher ou que ça explose leur plateforme. Un point aussi important, c'est que notre navigateur, il ne respecte pas le robots.txt et Googlebot essaye quand même au maximum de le respecter et notamment toutes les ressources qui doivent être chargées pour interpréter la page, elles peuvent avoir des règles de robots.txt différentes de la page en elle-même. Donc du coup, il peut y avoir un comportement différent. De toute façon, tout ça, on peut checker sur la Search Console. Il y a toujours l'outil pour tester une page. Et donc, il donne cet outil un screenshot de la page telle que Googlebot le voit, le HTML qu'ils ont obtenu une fois le traitement du JS réalisé, l'ensemble des ressources en fait, qu'ils ont été cherchées, et est-ce que c'était en erreur, pas en erreur.
Voilà. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même garder un truc en tête, c'est que le net, c'est vraiment très vaste. Google, ils ont communiqué sur ce chiffre-là avec énormément de zéros, c'est 130 000 milliards de pages. C'est tellement énorme qu'on ne voit pas bien ce que ça peut faire. En gros, ça correspondrait, si je voulais crawler tout ça sur une échelle d'1 an, il faudrait que je crawl à 4 millions de pages par seconde, toutes les secondes, en permanence. 4 millions de pages par seconde. C'est tout simplement hallucinant. Donc en fait, il faut quand même garder un truc en tête, c'est que le JS est toujours traité d'une manière distincte du crawl normal. Historiquement, en fait, ils avaient le crawl donc classique, qui va de gauche à droite ici. On commence par la crawl queue, donc l'ensemble des pages qu'on veut crawler ou mettre à jour. On a le crawler qui passe, qui respecte les robots.txt, des timings aussi pour ne pas agresser votre site, donc il essaye de respecter une certaine vitesse. Il processe ça, il parse le HTML. Quand il a processé le HTML, il réinjecte des URL dans la crawl queue si elles sont nouvelles, pour continuer à crawler et à découvrir des pages, et il indexe ça. Mais en fait, le rendu JS, c'est la render queue ici, c'est pas fait dans cette chaîne-là, c'est fait dans une autre chaîne. Et au niveau du processing, en gros, il y a un truc qui dit, OK, est-ce que cette page, il faut que je la traite en JS ou pas? Et si oui, alors elle attend dans la render queue avant de passer dans le renderer. Et ce système-là, il existe toujours, et ça veut dire qu'en fait, c'est traité en 2 temps. Le JS, c'est d'abord, il crawl le HTML, il s'arrête au HTML et il indexe ça, et ensuite, il va passer éventuellement le JS. Mais on ne sait ni quand, ni s'il va le faire sur toutes les pages. Et alors, pourquoi, en fait, il y a ce système-là? En fait, c'est assez simple. C'est absolument colossal, les ressources que ça consomme. Ça revient à cramer des billets et des liasses de billets en permanence. Pourquoi? Parce qu'en fait, entre ce qu'ils faisaient traditionnellement, à savoir juste récupérer un HTML et le parser et interpréter le JS, en gros, il y a en moyenne, il faut faire 20 fois plus de requêtes au site en question, parce qu'il faut aller récupérer toutes les ressources JS, CSS et tout. Et ce 20 fois, en fait, c'est déjà en ayant une politique de cache hyper agressive. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils cachent au-delà de la politique de cache qu'on peut communiquer au niveau des headers HTTP volontairement, parce que sinon, la moyenne, c'est plutôt, je crois, 50, 60 ressources par page. Donc, en fait, ils sont hyper agressifs sur le cache et ils arrivent à réduire le truc à juste x20. En termes de CPU, alors pareil, c'est des moyennes, ça dépend vraiment ça dépend vraiment de l'implémentation du site, mais en gros, on est sur des 8 fois plus CPU, mémoire et aussi temps pour rendre une page. Si on regarde un petit peu en détail, pourquoi ça fait ça? Pourquoi c'est aussi coûteux? Je prends un site qui me plaît bien, je prends la fourchette, et j'utilise l'outil développeur, l'onglet performance. Si on s'intéresse un petit peu à ce que nous raconte l'onglet performance, ça, c'est ce qui raconte si j'ai désactivé le JS. En gros, on voit que j'ai un temps de chargement du HTML qui s'étend jusqu'à 400 et quelques millisecondes. C'est la partie en bleu network. Ensuite, on a des trucs en gris, un peu plus bas, là. Et en fait, c'est là qu'il consomme du CPU. À parser mon HTML, et on a l'événement DCL, donc DOM Content Loaded, ça veut dire qu'il a parsé mon HTML, qui intervient à peu près à 564 millisecondes. Donc en 564 millisecondes, il a récupéré la page et il l'a parsée, et en fait, il a les infos qui lui vont. Maintenant, si on active le JS, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, on voit qu'il y a beaucoup plus de choses sur cette timeline. En fait, nos 500 millisecondes, là, ils sont ramenés pas mal à gauche. Qu'est-ce qui se passe un petit peu en suivant? Il y a pas mal d'appels réseau, il y a et notamment vers
800 et quelques millisecondes jusqu'à une seconde, on a du evaluate JavaScript. Et on voit par exemple que notre DOM content loaded, il s'est fait repousser au-delà des 600 millisecondes où il était juste avant, là, des 564. En fait, il s'est fait repousser un peu plus loin parce qu'il y a eu des chargements de ressources synchrones avec le chargement de la page. Et du coup, il y a plus de choses à faire pour obtenir rien que cet événement DOM content loaded. Mais dans le cas du JS, on ne s'intéresse pas à celui-là. On s'intéresse à le petit L qui est là-bas à droite, qui a pas loin des 3 secondes, 2800 millisecondes, qui est notre unload event. Donc ça, c'est OK, on a fini de traiter nos ressources et on est au unload. Et il faut garder en tête que le bot, il ne s'arrête pas au unload. Googlebot, il est capable de voir le contenu qu'on a injecté à la suite du unload. Donc en fait, il va encore plus loin que ça. Et alors, il va où exactement? Ça dépend de ce qu'il a choisi de faire, ou est-ce qu'il a choisi de s'arrêter. C'est moins évident parce qu'en fait, il n'y a pas forcément de timing bien précis à ce niveau-là. Mais déjà, on voit que on est passé donc de 567 à au minimum 2800, et en vrai, il va encore plus loin. OK. Donc, et en termes de CPU, on a aussi la courbe CPU qui est bien élevée pendant tout ce temps. Alors, si on regarde un petit peu aussi ce qu'on peut voir côté monitoring, on peut regarder l'activité du Googlebot en regardant les log serveurs. Je me suis amusé à prendre les stats qu'on a sur environ 150 projets qu'on a chez nous, chez OnCrawl, qui ont une rétention, qui ont au moins 1 an de données. Et je me suis intéressé au nombre de hits JS qui sont faits sur ces sites-là. Et je l'ai divisé par le nombre de total hits. Donc, ce n'est pas ici juste l'augmentation en valeur absolue du nombre de hits. C'est vraiment ramener en proportion par rapport à ce que Googlebot fait, la proportion de JS. Et ma courbe de tendance est un petit peu optimiste. C'est pas moi qui l'ai faite, elle était en auto. Mais grosso modo, en gros, on peut dire que depuis 1 an, depuis 12 mois, cette courbe, elle a à peu près doublé. Au minimum, elle a doublé, sans trop exagérer. Donc, ça veut bien dire qu'en fait, ils progressent au fur et à mesure. Ils essayent d'interpréter de plus en plus de JS. Mais ils n'ont pas forcément la capacité de le faire sur tout. Et en fait, aujourd'hui, c'est un énorme challenge, cette interprétation du JS pour les moteurs. Donc, on a parlé de Google parce qu'ils parlent beaucoup de ça et on peut présumer qu'ils sont vraiment en avance sur les autres à ce niveau-là. Bing a aussi fait des annonces comme quoi ils utilisent Edge dans leur moteur de rendu. Il faut garder en tête que leur intérêt vraiment profond, c'est de bien voir ce que l'utilisateur verra la même chose que ce que l'utilisateur verra sur un site. Donc, ils ont intérêt à interpréter le JS, ou en tout cas à faire le même comportement que notre navigateur. Mais ça reste, pour tout un tas de raisons, ça reste pas accessible tout Google et Bing qui sont. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les pages ne sont pas forcément rendues en JS. Ça veut dire qu'il peut y avoir des incertitudes aussi sur le contenu exact qu'ils voient, parce que c'est pas dit que tout soit bien compatible. Du coup, l'état du truc aujourd'hui, et ça c'est issu de développeurgoogle.com, je vous la fais en français, c'est que, en gros, interpréter le JavaScript, c'est difficile et tous les moteurs ne le font pas. Et ils espèrent bien pouvoir faire ça dans le futur. Donc, comprendre dans le futur, on va faire exactement comme tous les navigateurs. Mais à date, c'est pas le cas. Et donc, on recommande une solution que j'ai cachée volontairement pour l'instant comme workaround aujourd'hui. Parce que la solution en question, c'est ce dont va vous parler Florent juste en suivant. Oui, tout à fait. Je vais regarder s'il y a quelques questions.
Question. Comment ce type de contenu est pris en compte par Google? Faut-il pré-render ce type de contenu? Justement, on va en parler un petit peu en suivant. CPU, donc effectivement, c'est processeur. Donc ça consomme énormément de processeurs. L'usage des CDN vient aider là-dedans, mais en fait, les CDN, ils viennent accélérer le temps de chargement des pages. Donc ça, c'est cool. Mais il n'empêche, il reste encore énormément de traitements à faire une fois qu'il a récupéré simplement les fichiers JS et CSS, il a encore énormément de choses à interpréter de son côté. Et comment est-ce qu'on identifie les hits JS dans les logs? En fait, c'est très simple. Dans les logs, on voit tous les hits, quel fichier il a tapé. Donc, on est capable de voir qu'il est venu récupérer telle ressource JS à tel moment, JS, CSS. Donc, la manière dont il fait est assez intéressante, mais ça peut être d'un webinaire entier sur les patterns de fonctionnement du Googlebot. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Du coup, je te passe la main, Florent. Désolé, j'ai eu une coupure Internet. T'es en mute, Florent. Ok, excusez-moi, j'ai eu un petit souci de connexion. J'espère que tout le monde m'entend. Mehdi, tu m'entends? Nickel. Ok, super, merci. Bon. Donc, merci Philippe pour la transition. Donc, je vais vous parler un peu des différentes solutions, à commencer par la toute première que Google a proposée en octobre 2009, qui était donc la fameuse méthode du escaped fragment, du hashbang, comme vous voulez. Il faut savoir que donc, cette méthode est obsolète, elle a été officiellement dépréciée en octobre 2015. Je vous en parle quand même pour la petite histoire, et puis parce que finalement, c'est pas si éloigné de ce qu'on fait maintenant. Donc, comment ça se passait à l'époque? Google n'était pas du tout capable de faire de rendu JavaScript, il n'était pas du tout capable d'exécuter le code JavaScript. Donc, ce qu'il vous demandait de faire, quand vous aviez une application JavaScript, à l'époque, ce qui se faisait pas mal, c'était d'avoir des dièses. C'est-à-dire que pour chaque page de votre application JavaScript, chaque vue, on pouvait dire, vous aviez un dièse avec l'identifiant, le slug de la vue. Et donc, quand vous naviguez, si vous passiez par exemple, vous étiez sur la home, vous aviez dièse home, et vous passiez sur, par exemple, une fiche restaurant, hein, vous aviez dièse restaurant et l'ID du resto, ou dièse le nom du restaurant, enfin, peu importe. Et ce que Google vous demandait de faire, c'était donc en fait de remplacer ce dièse par ce qu'ils appellent un hashbang, donc dièse.20 d'exclamation en français. Et à ce moment-là, lui, il allait comprendre que vous étiez en train de mettre en place le protocole qu'il proposait. Et donc, ce qu'il fallait que vous fassiez de votre côté, en plus d'agir sur le front et de rajouter ce hashbang dans vos URL, c'était côté serveur de mettre en place un headless browser, c'est-à-dire un moteur de rendu, un navigateur en fait sans interface graphique, qui allait générer des snapshots HTML de toutes les vues de votre application. Et ensuite, il fallait que vous mettiez à disposition de Googlebot ces snapshots HTML à des URL spécifiques qui contiennent donc le paramètre underscore escaped underscore fragment underscore dans une query string et servir ça à Google. Et en fait, donc Google, en voyant les hashbangs, allait en fait, au lieu de requêter les hashbangs, parce que vous savez que tout ce qui est derrière un dièse, en fait, Google l'ignore complètement. Là, il continue de l'ignorer, mais en fait, il comprend que au lieu de regarder une URL qui finalement ne change pas, puisque le changement a lieu derrière le dièse, il va aller regarder l'URL escape fragment correspondante. Donc, le crawler, en fait, fait ses requêtes sur les URL escape fragment, récupère les snapshots HTML que vous avez mis à sa disposition et, en fait, indexe le contenu de ces pages HTML. Et donc, va pouvoir, comme un crawler
suivre le comportement habituel du crawler et donc parser les liens éventuellement présents dans la page et aller visiter de nouvelles pages. Voilà. Donc, les avantages de cette solution, à l'époque, c'était que on n'avait pas le choix, c'était la seule solution pour indexer une web app en Full.js. À l'époque, donc, où Google n'exécutait pas du tout le JS. Les inconvénients, c'était quand même une assez grande complexité technique, surtout à l'époque. Il fallait donc gérer à la fois vos URL front, rajouter les hashbangs. Vous aviez aussi une option pour, avec une balise méta, gérer ça un peu différemment, mais concrètement, il fallait agir sur votre front. Il fallait mettre en place votre moteur de rendu, donc mettre en place un headless browser. À l'époque, les solutions n'étaient pas aussi avancées que maintenant. Et il fallait mettre ensuite ces snapshots HTML à disposition pour les bots avec la query string escape fragment qui va bien. Et en plus de tout ça, il fallait gérer correctement la mise en cache et le rafraîchissement des snapshots. C'est-à-dire qu'évidemment, si vos données changent, pour une fiche restaurant, par exemple, si le menu du restaurant change, il faut régénérer le snapshot, évidemment, pour qu'il soit réindexé et que Google soit à jour. Pareil, si vous changez un title, un canonical ou quoi que ce soit. Donc tout ça, c'était assez compliqué à gérer. En plus, ce n'était pas compatible avec tous les bots. Donc c'était une proposition officielle de Google. Bing et Yandex l'ont adopté. Je n'ai pas les dates exactement, mais ils la suivaient aux dernières nouvelles. Mais par contre, pour les autres bots, et notamment pour les robots d'indexation ou de preview, en tout cas des réseaux sociaux, c'était pas sûr que eux respectaient ce protocole. Donc, voilà, pas 100% fiable, mais ça faisait le travail pour Google. Donc ça n'existe plus. Et Google recommande maintenant d'autres solutions, donc de rendu du JavaScript. Et donc la première solution qui a cours aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le dynamic rendering. Et c'est donc l'idée, c'est de fonctionner. Donc maintenant, les applications n'utilisent plus trop ces dièses et ces hashbangs. On est plus sur des URL classiques, slash un répertoire, slash une page. Mais vous allez toujours générer des snapshots HTML. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, vous allez mettre en place une détection du user agent. Donc, pour les navigateurs classiques, vous allez continuer à servir votre application JS et donc envoyer du JavaScript qui va s'exécuter dans le navigateur et qui va fonctionner avec des requêtes Ajax, etc., comme d'habitude, comme Mehdi décrivait tout à l'heure. Et par contre, pour les crawlers, si vous détectez Googlebot ou Bingbot ou n'importe quel robot, vous allez servir le snapshot HTML, généré exactement de la même façon en fait, que dans la solution précédente. Et donc, le robot va pouvoir, encore une fois, indexer ce contenu HTML, alors que les utilisateurs vont bénéficier de l'application JS et donc vont pouvoir bénéficier de l'UX, la fluidité de la navigation qui est propre à ces web apps. Voilà. J'espère que c'est clair. Je regarderai les questions à la fin. Donc, les avantages, c'est que là, on est sur des URL uniques. Donc, on n'a plus à jongler d'une côté avec des hashbangs, de l'autre avec des escape fragments, des choses comme ça. L'autre avantage, c'est que c'est compatible avec tous les bots et c'est même vous qui choisissez les user agents que vous voulez inclure ou exclure. Donc, s'il y a des bots que vous voulez bannir, vous pouvez très bien leur servir votre web app Full.js et qu'ils se débrouillent avec ça. Et en termes de performance, si bien sûr vous respectez les bonnes pratiques, ça devrait être plutôt positif. Vous allez avoir des pages HTML plutôt légères que vous allez servir aux bots et vous allez avoir votre application, votre web app plutôt optimisée niveau performance, déporte un peu le problème de la performance sur le navigateur avec pas mal d'exécutions JS. Donc évidemment, il ne faut pas que votre JS soit trop gros, il ne faut pas que vos images, votre CSS soit trop gros, mais si tout est bien optimisé, c'est plutôt bon en termes de performance pour les utilisateurs.
Les inconvénients, donc c'est toujours une certaine complexité technique, puisque finalement, il n'y a pas grand-chose qui change par rapport à la proposition initiale de 2009. On est quand même obligé de mettre en place un moteur de rendu, un headless browser, et on est toujours obligé de gérer la mise en cache de ces snapshots HTML et le rafraîchissement de ces snapshots HTML. Donc, je dirais que pour cette solution, la complexité technique, elle est plutôt d'un côté infrastructure, donc le poids du corps est plutôt sur la partie DevOps. Et donc, j'ai eu la chance d'assister à d'autres webinars avec des retours d'expérience de grosses boîtes web, donc notamment l'équipe qui, alors eux, pour générer en fait leur cache, pour générer leur snapshot HTML, en fait, ils utilisent leur trafic, le trafic de leurs utilisateurs humains, et parce qu'ils ont beaucoup de trafic. Et donc, dès qu'ils ont une visite sur une page qu'ils n'ont pas encore en cache, ils déclenchent en parallèle le rendu du snapshot HTML et ils le mettent en cache. Et sinon, une autre stratégie dont j'ai entendu parler, c'est la stratégie de Dailymotion, qui utilise carrément un crawler interne. Donc, ils vont crawler tout leur site et donc exécuter JavaScript, générer leur snapshot HTML et les mettre en cache sur une instance dédiée. Donc c'est assez puissant. Ils ont énormément de pages Dailymotion et donc ils m'avaient raconté que millions de pages qu'ils avaient, ils mettaient, je crois, à peu près 3 semaines pour crawler tout leur site et mettre en cache et régénérer tout leur cache HTML. Donc c'est assez énorme. Donc vous avez intérêt à avoir une équipe DevOps infra assez solide. L'autre solution envisageable, c'est ce qu'on appelle donc le server-side rendering. Pour cette solution, en fait, comme Mehdi le disait tout à l'heure, en fait, c'est le code JavaScript va être exécuté directement au niveau du serveur web, donc Node.js, et c'est le serveur Node.js qui va interpréter JavaScript et qui va faire le rendu en HTML. Donc, vous avez toujours des URL standards classiques. Et là, le snapshot HTML, il n'y a pas de headless browser. Le moteur de rendu, en fait, c'est donc le module de SSR du serveur JavaScript, qui est installé sur le serveur JS et qui va générer le HTML directement sur le serveur. Donc, je vous ai mis quelques exemples de modules de SSR. Vous avez par exemple Next.js qui fait plein de choses, mais qui fait entre autres du SSR pour React. Vous avez son équivalent pour Vue qui s'appelle Nuxt.js. Et côté Angular, vous avez ce qui s'appelle Universal. Donc, il y en a plein d'autres. Je vais en aborder quelques autres juste après. Donc, ces modules de SSR vont permettre donc d'envoyer finalement à la demande, à chaque requête HTTP, on va pouvoir générer une page HTML complète qu'on va envoyer au client. Donc, que ce soit un navigateur, un crawler, plus besoin de détecter le user agent, tout le monde a la même chose, tout le monde récupère du HTML. Et donc, finalement, on se rapproche du paradigme qu'on connaissait avant avec un site en PHP. Tout le code est exécuté côté serveur et le HTML est délivré au client. Ensuite, vous pouvez avoir une couche de JavaScript côté client, évidemment, qui va pouvoir enrichir votre page HTML simple et donc ajouter des éléments de personnalisation, fluidifier l'expérience utilisateur, les transitions entre les pages, les pop-in, etc. Donc, je vous ai dit, il y a plein de modules de SSR différents, il y a plein de façons de faire en fait du server-side rendering, il y a plein de stratégies différentes qui sont plus ou moins adaptées suivant le type de site. Donc, vous avez par exemple le static SSR, c'est vraiment générer toutes les pages HTML statiques au moment du build. Donc, c'est vraiment quand vous pondez une nouvelle version de votre code, quand vous mettez en ligne une nouvelle version de votre application JavaScript, vous poussez votre code sur le serveur, il est compilé et les pages HTML, tout votre site, ou en tout cas toutes vos pages statiques, sont générées à la volée et sont mises en cache directement. Donc, ça fonctionne bien pour les sites très statiques avec assez peu d'interactivité. Netflix l'utilise pour générer ses pages statiques.
Mais Netflix utilise aussi la stratégie suivante, qui est la stratégie de SSR avec réhydratation, comme on dit. Donc là, c'est ce que je décrivais tout à l'heure. En fait, les pages HTML sont générées à la demande. Donc, une requête HTTP sur une URL, le serveur va compiler, va exécuter le code JavaScript et va renvoyer le page HTML à la volée. Puis, donc, la réhydratation, en fait, c'est le processus côté client. Donc, par exemple, avec React, le code JavaScript de React dans le navigateur va reprendre en main la page HTML, le DOM, va s'initialiser et va rajouter ces éléments d'interactivité. Donc ça, c'est ce qu'on utilise à la fourchette et c'est ce que Netflix utilise aussi sur ces pages très, très interactives. Et puis après, vous avez plein d'autres trucs possibles. Donc, on a par exemple sur Google Developers, le lien que je vous ai mis en bas de cette slide, un article qui s'appelle Rendering on the Web, qui est très intéressant et qui évoque plein d'autres possibilités plus ou moins complexes, donc du streaming avec réhydratation progressive, donc vous allez pouvoir envoyer votre HTML progressivement au navigateur avec une réhydratation progressive côté client. Tout ça est très complexe, je vais m'arrêter là pour le détail technique, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est adapté au cas par cas, suivant les types de sites. Si vous avez plutôt un site éditorial très statique, par exemple, je sais que Smashing Magazine utilise une stratégie comme ça, où dès qu'ils modifient quelque chose, en fait, ils régénèrent tout leur site en fichier HTML statique. Par contre, des sites plus interactifs, comme le site de la fourchette, où on a quand même justement un tunnel de réservation, où il faut choisir la date, le nombre de personnes, etc. Là, on va avoir besoin de plus d'interactivité. Donc, nous, on est sur une stratégie de SSR avec réhydratation. Donc, globalement, le server-side rendering, les avantages, c'est encore une fois qu'on n'a pas à s'embarrasser avec des URL différentes en front, en back, etc. On a aussi une unicité de rendu HTML. Donc, comme je vous disais, comme pour un site un peu classique, en PHP, Java, Python, etc., tout le monde récupère le même code HTML. Donc ça, c'est assez rassurant d'un point de vue recette. On sait que ce qu'on voit quand on fait CTRL-U, c'est ce que Googlebot voit. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas à tergiverser, il n'y a pas à aller regarder, inspecter le DOM. Voilà, tout le monde a la même chose. Et puis, c'est compatible avec tous les bots parce que finalement, tout le monde a la même chose. Donc après, inversement, c'est peut-être plus difficile. Si vous voulez exclure un bot en particulier, là, il va falloir que vous fassiez, comme au bon vieux temps, du cloaking. Mais c'est plutôt une bonne chose, je trouve. Les inconvénients, c'est là aussi, on a une grosse complexité technique, puisqu'il va falloir mettre en place donc, votre module de SSR. Donc, il va falloir choisir un module qui est adapté à la techno que vous avez choisi. Il va falloir déterminer votre stratégie de rendu, donc statique SSR, SSR avec réhydratation, etc., etc. Et puis, il va falloir ensuite donc, gérer la surcouche JS côté client avec la stratégie de réhydratation, si nécessaire. Et toujours ce problème de gestion du cache, puisque, évidemment, si vous générez le HTML à chaque requête HTTP et que vous avez beaucoup de trafic, votre infrastructure va vraiment souffrir et donc il va falloir forcément quand même mettre vos pages HTML en cache. Donc je dirais que là, pour cette approche, on a une complexité technique qui est plutôt côté développeur JS. Donc développeur, j'ai pas voulu mettre front parce que les développeurs JS, justement, avec Node, avec le SSR, ils font aussi du back, donc c'est un peu du full stack, je dirais. Donc le poids du corps est plus sur les devs JS, mais vous avez quand même toujours un besoin DevOps sur tout ce qui est gestion du cache. Et puis, vous avez un risque sur la performance, parce que, évidemment, donc, comme je disais juste avant, si vous exécutez votre code JS côté serveur pour rendre le HTML à chaque requête, ça va peut-être un peu vous ralentir, donc vous risquez d'augmenter le time to first byte. Vous avez, avec toutes ces stratégies de réhydratation, le problème, c'est que votre HTML généré peut être assez gros parce que, en plus du HTML classique, entre guillemets, vous allez vous retrouver avec ce qu'on appelle un view state, c'est-à-dire toutes les données
les mêmes données qui sont dans le code JS. Donc, par exemple, dans le cas d'une fiche resto, le nom du resto, l'adresse du resto, les coordonnées GPS du resto, la note du resto, les images, etc., etc. Tout ça va être dupliqué sous forme d'un gros bloc de JSON à destination, en fait, de React qui va reprendre ces données-là. Donc, il va se réhydrater, donc il va réinjecter ces données-là dans son état, et ensuite seulement, il va pouvoir les utiliser. Donc ça peut ralentir aussi, ça peut ralentir la partie initialisation du framework JS côté client. C'est là que des stratégies comme le streaming, la réhydratation progressive entrent en jeu pour essayer de pallier à ces problèmes de performance. Donc on est dans évidemment des problèmes techniques assez poussés, et vous allez avoir besoin de développeurs JS assez solides pour pouvoir gérer ce genre de problématiques. Voilà. Donc, si je vous parle un petit peu plus spécifiquement de ce qu'on a fait à la fourchette, donc pourquoi déjà on a choisi de partir sur React et SSR? Alors, moi, je suis arrivé à la fourchette fin 2014. On m'a annoncé qu'on allait lancer un nouveau site mobile et que ça allait être un site mobile en AngularJS. Pourquoi? Eh bien, parce que Angular, c'est Google. Voilà, donc ça, moi, je l'ai entendu texto. Donc, j'ai eu un peu des sueurs froides. Donc, on partait sur une appli full JS, HTML complètement vide, tout géré côté client. Et puis, en fait, il n'y a eu aucun problème. Ça s'est très bien passé parce qu'on était toujours dans le paradigme desktop first. Et c'était notre bon vieux site web en PHP géré sous Symfony qui était indexé. Et puis, on avait bien géré tout ce qui était balises alternate pour déclarer les URL correspondantes du site mobile. On avait bien géré les redirections 302 qui redirigeaient les utilisateurs mobiles vers les pages équivalentes sur le site mobile. Donc, tout ça était très bien fait, je dois dire. Et on n'a eu aucun problème. Et puis, quand Google, fin 2016, a annoncé le Mobile First Indexing, là, on a eu très peur parce qu'on s'est dit, en plus, c'était une annonce assez anxiogène. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en gros, ça va arriver très vite, préparez-vous, changez, faites le nécessaire sur vos sites, on va commencer à vous indexer vos sites mobiles. Donc, nous, évidemment, nos sites mobiles n'étaient pas du tout prêts. Donc, on a décidé de lancer un gros chantier de refonte de notre site mobile pour le passer. Donc, la techno choisie par les devs, c'était React. Et le prérequis SEO, c'était vraiment de faire du SSR, de générer du HTML pour vraiment qu'on puisse maîtriser le rendu JS. Donc, vraiment pas faire confiance à Google et à ses prétentions de rendu JS, mais vraiment générer le HTML nous-mêmes pour être sûr de ce qu'il y a dedans, être sûr de ce qu'on délivre à Google et être sûr que notre indexation allait suivre. Voilà, et donc au final, l'été dernier, on a lancé nos premiers sites 100% responsive sur des nouveaux pays d'Amérique latine qu'on venait d'ouvrir suite à une acquisition là-bas. Et le mois dernier, on vient de finir notre migration, on a passé nos derniers sites sur notre nouvelle version, donc la version responsive, en fait, puisque notre site qu'on a d'abord lancé en mobile, on l'a converti peu à peu responsive et on a donc enterré notre ancien site PHP et on a maintenant donc plus qu'un seul site responsive qui sert tous les utilisateurs desktop et mobile. Donc, le bilan est plutôt positif pour moi parce que donc on a un site qui est mobile friendly. Toutes nos features SEO, les titles, donc les méta-descriptions, les données structurées en JSON-LD, les canonical, les hreflang, tout notre maillage interne, tout notre contenu est globalement ISO avec notre site legacy. Donc ça, c'est vraiment mission accomplie. On sait que si on passe en mobile first, on n'aura pas de différence avec ce qui se passait avant. De toute façon, avant même de passer en mobile first, parce qu'on n'est toujours pas passé en mobile first pour la petite anecdote,
on est passé en responsive et donc on sait qu'il n'y a pas de problème. Tout fonctionne. Les indicateurs de performance ont été améliorés et surtout, ils sont beaucoup mieux suivis qu'avant. Là, les devs front suivent vraiment ça au quotidien. On a des dashboards qui se basent sur Lighthouse, donc l'outil de Google pour faire les audits de performance front-end. Et notre taux de conversion même a été un petit peu amélioré, notamment, je pense, grâce à l'optimisation de notre tunnel de booking. Voilà. Deuxième partie du retour d'expérience, c'est sur les problèmes qu'on a pu avoir. On a notamment eu des gros problèmes de charge serveur liés au crawl de Google qui nous crawlaient pas mal, malheureusement, pendant des pics de trafic. Il nous crawl le midi et le soir quand on a le plus de trafic. Et en plus, on avait des campagnes télé qui généraient une très, très grosse charge sur le serveur. Et le problème, c'est que comme il crawl la longue traîne, il crawl des pages qui sont vraiment pas toujours disponibles en cache. Et donc, comme je disais tout à l'heure, il venait taper directement sur notre serveur. Et donc, notre CPU, donc le CPU de notre serveur, était très sollicité pour faire le SSR, générer le HTML, l'envoyer au client. Et puis, les API derrière qui étaient chargées donc, de remplir, en fait, de passer toutes les données qui allaient remplir le HTML étaient surchargées aussi. Et donc, ça a été assez difficile. On a dû mettre en place un rate limiting. On a dû bloquer temporairement Googlebot avec des codes HTTP 503 pour lui demander de repasser un peu plus tard parce que vraiment, le serveur n'en pouvait plus. Heureusement, ça n'a pas duré trop longtemps. On a beaucoup optimisé la performance de nos serveurs en back-end, de nos API, et on a pu se tirer de cette impasse. On a eu aussi des bugs assez mystifiants liés au SSR. Donc, je vous donne quelques détails rapides ici. On a vu des pages qui récupéraient, en plus de leur hreflang habituel, qui récupéraient des hreflang d'autres pages. Donc, on était par exemple sur la page les meilleurs restaurants à Paris. Et on avait cette page-là qui avait ses hreflang à elle et qui avait aussi les hreflang d'un restaurant, un restaurant en Espagne, et puis même des fois un restaurant en Espagne et puis un restaurant en Argentine. Enfin, on avait des fois 2, 3, voire 4 blocs de hreflang simultanés dans la même page. Donc ça, on l'a vu avec des outils de monitoring. On n'arrivait pas du tout à le reproduire. Et puis en fait, après investigation donc des devs JS et des archis, on a compris qu'en fait, c'était le composant React Helmet, donc qui est le composant qui gère tout le head, donc les balises hreflang, mais aussi les titles, les descriptions, les canonical, enfin un composant extrêmement important d'un point de vue SEO, qui était en fait vulnérable à des fuites de données quand vous aviez des requêtes simultanées sur le serveur Node.js. Et bien en fait, le composant React Helmet, il pouvait récupérer des données qui venaient d'une autre requête HTTP. Et c'est comme ça que, en fait, il récupérait les hreflang d'une autre page, parce que la page avait dû être demandée en même temps. Donc, c'était un peu flippant. Heureusement, ça avait déjà été corrigé par les équipes du New York Times, qui avaient le même problème, et donc qui avaient forqué React Helmet et qui ont fait un composant qui s'appelle React Helmet Async, qui est capable de gérer ces problématiques pour le SSR. Donc, c'est vraiment une problématique spécifique au SSR. Le composant React Helmet marche très bien quand il est exécuté côté client. Quand il est exécuté côté serveur, c'est là qu'il y a des problèmes. On a eu d'autres problèmes, c'est des pages restaurants qui tombaient en erreur 500, comme ça. Et en fait, là, on s'est aperçu que c'était notre composant React Apollo. Donc, on utilise de plus en plus GraphQL pour requêter nos API. Et donc, ce client, React, en fait, gère mal les erreurs. Là, je vous ai mis le lien vers le bug qui est ouvert sur GitHub sur ce composant. Et en fait, il gère très mal les erreurs et en fait, il fait tout exploser. Donc, en fait, encore une fois, en CSR, côté client, il n'y a pas de problème parce que vous avez toute votre page, tout marche bien, mais il y a juste une petite requête GraphQL qui ne fonctionne pas et qui explose. Mais en fait, vous avez juste un endroit où vous n'avez pas les données, mais votre page, elle est là. Par contre, en SSR, tout est fait côté serveur. Donc, s'il y a un truc qui se passe mal,
c'est une erreur 500. Et voilà. Donc, on avait comme ça des erreurs un peu random. Heureusement, pas trop. Mais donc, il a fallu travailler pour isoler, identifier ces erreurs-là et les intercepter avant qu'elles causent un crash sur le serveur. Voilà. Donc, pour conclure, tout ce travail de rendu JS, ça nécessite une très grosse expertise technique, donc vraiment des développeurs solides. Heureusement, on a des équipes vraiment top chez nous. Ça, c'est cool. Et aussi un monitoring vraiment régulier. Il faut vraiment surveiller ce qui se passe à tous les niveaux, au niveau du front, au niveau du back, au niveau des API, pour être sûr que tout se passe bien et qu'il n'y a pas de mauvaise surprise. Voilà. Et donc, je vais repasser sur le sujet du monitoring, je vais repasser la main à Philippe. Ouais. Je vais regarder peut-être un peu les questions. Je crois que j'ai peut-être un peu débordé. Retour d'expérience en ce qui concerne la perf sur mobile. Bah oui, PageSpeed Insights, effectivement. Donc, nous, on utilise Lighthouse. Je dirais que c'est un peu une autre question. J'ai un peu répondu en disant que nous, la perf s'était un petit peu améliorée. On a fait pas mal de progrès sur tout ce qui était les e-loading, optimisation des images. On a commencé à travailler avec Cloudinary pour réduire le poids de nos images. On utilise évidemment des CDN. Donc je dirais que sur le côté client, je vais essayer de pas trop en parler. Après, des outils spécifiques pour gérer les éléments nécessaires, crawler, analyse du temps de chargement. Alors, parler juste maintenant. Ouais, je vais te laisser prendre la suite. Sure. Vas-y. Enfin, non, je vais répondre à cette question juste après. Après, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions auxquelles tu voulais répondre. Alors, peut-on savoir si une page est en pré-render? Si oui, par quel moyen? Est-ce que c'est contenu dans le code? Alors, ça dépend de la stratégie que vous utilisez, mais nous, on est sûr que toutes nos pages sont pré-rendues puisqu'elles sont rendues par le serveur. Donc, de toute façon, il n'y a pas de question. C'est ce qui nous rassure sur notre choix technique. Tout le monde récupère le même code HTML. Donc, en server-side rendering, a priori, vous pouvez être sûr que votre page est rendue et pré-render. Alors, je travaille sur un site SSR statique rendu via Gatsby.js. Est-ce que l'utilisation de Gatsby prend en charge tous les enjeux que tu lises dans les inconvénients du SSR? Alors, Gatsby, si je me souviens bien, il va avoir plutôt une approche de static rendering. Donc, il va pouvoir générer le site complet en HTML. Donc, les inconvénients du SSR que j'avais listés, après, la gestion du cache, etc., il faut quand même que les DevOps soient au rendez-vous pour gérer l'infrastructure. Sur la mise en place du SSR, ouais, c'est une solution qui règle pas mal de ces problèmes-là, effectivement. Après, je ne la connais pas. Je n'ai pas de retour d'expérience là-dessus. Mais si vous avez des devs JS qui maîtrisent cette solution et des DevOps qui maîtrisent le côté infra, c'est plutôt une bonne solution, je pense. Est-ce que le SSR et la réhydratation marchent aussi avec Vue.js sans Nuxt? Alors oui, effectivement, il faut savoir que nous, chez La Fourchette, on n'utilise pas encore Next.js. Donc, on a fait du SSR et on a géré la réhydratation avec React. Donc, ça a été fait, voilà, ça a été développé par nos devs. Donc, on a un projet de passer à Next.js progressivement, mais vous pouvez le faire sans Next ou sans Nuxt. Il y a plein d'autres solutions, et notamment, vous pouvez développer des solutions maison si vous voulez. Alors, je bosse sur un site Vue.js avec des pages générées pour chaque ville. Je vais accéder, je tombe sur une erreur 500. Oh là là.
Ah oui, si je fais une faute d'orthographe, je tombe sur une erreur 500, sachant que personne ne peut arriver dessus, à part en l'écrivant à la main. Bah non, ça, de toute façon, si c'est une URL que vous inventez, tant que vous la linkez pas, tant qu'elle n'est pas linkée, qu'elle n'est pas exposée à Google, c'est pas un problème. Si vous êtes tout seul à la voir, moi j'ai envie de dire, c'est normal qu'il y ait des erreurs 500 si vous faites des erreurs, s'il y a des fautes dans les query strings. Ah, c'est pas tout à fait le fonctionnement attendu quand même. 404 serait peut-être un peu plus. On a envie de. Ouais, effectivement, pardon, j'avais même pas dit que tu avais répondu. Effectivement, une 404 serait mieux. Une 404. Boris, qui te demande concrètement si c'est économiquement profitable de passer du PHP à React avec toutes les galères que tu as eues globalement, quoi. Bah, c'est une très bonne question. Alors là aussi, ça a été évoqué tout à l'heure. Nous, on a fait le choix de passer sur React aussi parce que c'était une technologie moderne qui est attractive pour des développeurs, pour les développeurs. Donc, à la fois pour attirer des développeurs jeunes et passionnés, je dirais, et d'autre part pour garder des développeurs qui avaient envie de travailler avec des technologies plus modernes. Après, effectivement, c'était un coût énorme, mais j'ai envie de dire que de toute façon, de notre côté, on avait ce défi du mobile first. On ne pouvait pas rester avec notre site Angular actuel. On avait fait en parallèle un travail pour quand même améliorer l'application JS pour que s'il y avait un rendu JS, il fonctionne bien et Google puisse avoir des canonical et des titles et du JSON LD qui marchent. Mais on n'était quand même pas serein parce que justement, voilà, les problématiques de scale. On a fait un essai avec prerender.io qui n'était pas concluant. Il crawlait des URL qu'on n'avait jamais vues de notre vie. On n'était vraiment pas confiant sur le fait qu'il puisse délivrer les URL que Google allait crawler. Donc, finalement, pour relever en fait le défi du mobile first, pour passer en responsive, il fallait faire quelque chose. Donc, c'était soit on réinvestissait effectivement sur des devs Symfony et de toute façon, peut-être plus de devs front pour refaire un nouveau site en PHP, soit on partait sur une autre techno. Voilà. Là, c'est un choix technologique qui appartenait plus aux équipes techniques. Donc, voilà. Là, je pense que de toute façon, ça aurait coûté très cher de tout refaire pour avoir un site responsive compatible avec le mobile first. Donc, c'est difficile de répondre à cette question, mais c'est une bonne question. Voilà. Yes. Du coup, j'ai enchaîné sur notre dernière partie et on va parler un petit peu de comment on peut s'assurer que la stratégie qu'on a mise en place, elle fonctionne bien. Donc, on a ce qu'il faut en fait dans un crawl pour crawler dans différents modes. On a le mode de rendu client-side rendering, donc celui qui s'apparente à ce que fait Googlebot quand il passe le pré-render JS. Et si jamais vous avez mis en place une stratégie de server-side rendering, quelle qu'elle soit, en fait, si elle n'est pas activée tout le temps, mais par exemple c'est du dynamic rendering, vous pouvez l'activer sur la détection de notre user agent ou en injectant un HTTP header particulier dans la crawl config, de sorte à ce que on trigger bien le dynamic rendering. Donc juste pour répondre à la question, pour compléter la phrase dont je parlais tout à l'heure, aujourd'hui, ce qui est écrit dans la doc de developersgoogle.com, c'est on vous recommande de faire du dynamic rendering en tant que workaround pour toutes les raisons qu'a évoqué Florent. C'est en gros, vous avez la maîtrise du HTML qu'au final les bots vont traiter et vous n'êtes pas dépendant de la manière dont ils vont le traiter, du délai avec lequel ils vont le traiter et tout ça. Mais comme on l'a vu aussi, il peut y avoir tout un tas d'écueils et on a besoin de maîtriser un petit peu ce qui va être vraiment servi. Et à grande échelle, parce qu'en fait, on peut le faire avec la Search Console sur quelques pages, on peut tester comme ça, mais à un moment donné, on a besoin de vérifier quand même l'intégralité du site.
Et bien sûr, on peut faire du pas de rendering, le mode classique. Voilà. Qu'est-ce qu'on va chercher à avoir comme résultat? En fait, c'est assez classique, hein, c'est toutes les métriques qu'on retrouve dans un crawl habituel. Rien que de maîtriser le nombre de pages, voir si entre JS et page JS, on a un écart entre le nombre de pages. Est-ce qu'on découvre des choses que en JS, par exemple? La gestion des liens, est-ce qu'on génère pas des liens cassés, est-ce qu'ils fonctionnent tous, les balises d'indexation, index, no index, follow, no follow, est-ce qu'elles sont bien les mêmes? Au niveau du contenu aussi, il peut y avoir pas mal de différences. Est-ce que notre JS rajoute du contenu qui est essentiel au site? Pardon, je voulais revenir là. Et du coup aussi, problème de duplication qu'il peut y avoir si le contenu diffère, duplication entre les pages. Les temps de chargement, bien entendu, parce que si on fait du pré-rendu côté serveur, de toute façon, le JS va fortement influer sur le temps de chargement. On a des solutions aussi. Souvent, ce qui est utilisé, c'est du scrapping dans les pages. Par exemple, si vous avez des doutes sur la présence de tel ou tel contenu sur les pages, ça, c'est un outil qui est souvent utilisé aussi pour faire une vérification des plans de tagage. Donc, ça permet de s'assurer qu'un contenu, je ne sais pas, par exemple, il est censé y avoir une balise, un contenu, un bloc, qu'il est bien systématiquement présent. En fait, avec du scrapping, on peut s'assurer que c'est bien le cas sur l'intégralité du site. Au final, on peut également utiliser le crawl over crawl. Donc, c'est un outil que je vais présenter juste brièvement. Là, pour le cas du JS, pas JS, ça permet vraiment de mettre les deux crawls JS, pas JS en regard et de voir toutes les diffs qu'il y a. On le voit vraiment directement. Un des buts, j'ai souligné celui-là, mais un des buts, c'est entre autres d'éviter le cloaking. Bon, alors c'est quand même assez extrême, mais en gros, c'est quand même s'assurer que le contenu ne diffère pas énormément entre la version JS et pas JS. Il y a quand même peu de chances de rentrer dans ce cas-là, parce que c'est plutôt, les bots essayent plutôt de détecter une modification volontaire. Donc c'est plutôt un contenu qui est remplacé par un autre. Là, le problème qu'on risque d'avoir plus fréquemment, c'est un contenu qui n'apparaît pas dans une version, mais qui apparaît dans l'autre uniquement. Je vais vous parler d'un cas client rapidement. Donc, on a des clients qui demandent avoir ces vues exhaustives un peu de ce que verrait Googlebot s'il interprétait entièrement le JS. Donc Coursero, c'est un de nos clients qui a demandé ce type d'analyse récemment. Coursero, c'est un site pour des supports pour les cours en ligne. Donc en fait, c'est du contenu qui est rajouté par les étudiants pour leurs cours. Donc en fait, ils ont des millions et des millions de documents sur des tonnes et des tonnes de cours qui existent à travers tout le pays. Je crois que c'est que US. Donc ils voulaient un crawl complet du site, rendu totalement de notre côté. Ils avaient essayé aussi pre-render.io, mais ils n'ont pas retenu cette solution-là au final. Et surtout, ils ont 200 millions de pages, donc un site vraiment gros. Même s'ils n'ont que 30 millions de cours, ça génère quand même visiblement énormément de pages. Donc vraiment avoir une vue exhaustive, en fait, c'était important pour eux parce que ça représente un volume tel qu'ils n'étaient pas capables de le faire. Et aussi, comme c'est du contenu généré par les utilisateurs, d'avoir une maîtrise du contenu. Est-ce qu'il n'y a pas du contenu trop vide? Est-ce qu'il n'y a pas de duplication? C'est pas si simple que ça. Techniquement, juste pour vous donner quelques chiffres, ce crawl-là est quand même bien fait monter le compteur niveau perf. On est à 125 pages par seconde, n'incluant pas bien sûr toutes les ressources en plus qu'il fallait crawler. Chez nous, ça représente, pour crawler à cette vitesse-là, ça représente même pas 500, mais plus en fait de renderers, donc de crawl headless, mis bout à bout. En fait, ça fait plutôt faire 10 fois ça, 1250. Donc 1250 crawl headless en permanence pendant des semaines qui vont crawler leur site, donc ils ont une infra qui tient bien la route, jusqu'à 100 serveurs dédiés à ça
pour faire ça. Donc, c'est quand même assez énorme, mais l'enjeu pour eux, il en valait le coup. J'ai fait juste un petit extract, un tout petit crawl over crawl sur leur site. Un tout petit extract très rapidement. J'ai pris juste 10 000 pages. Le genre de choses qu'on va trouver dans le crawl over crawl, c'est donc crawl 1 ici, c'est la version sans JS, juste HTML classique. Crawl 2, la version avec JS par de notre côté. Et on voit par exemple qu'il y a des pages qui apparaissent que dans la version JS. Et là, du coup, on peut cliquer dessus pour voir quelles sont ces pages. Et puis de ces pages-là, on va pouvoir trouver d'où viennent les liens. Donc ça, c'est quelque chose qui est actionnable, qui va permettre de comprendre d'où viennent ces différences et est-ce que c'est normal et est-ce que c'est maîtrisé. Et l'autre type de graphe qu'on peut avoir, c'est qu'un exemple de tout le crawl over crawl, je vais vous faire la déballe complète, mais c'est ce graphe en Sunburst. Qu'est-ce qu'il dit? En fait, le cercle intérieur, c'est le statut des pages du crawl 1, donc la version page JS. Et ici, la métrique, c'est le nombre de mots par page. Donc, on voit que sur le crawl 1, ça se divise en un sixième et un tiers en jaune, et un petit quart, non, un sixième encore en vert. Et le tiers en jaune ici, donc des pages qui dans le crawl 1 avaient entre 500 et 800 mots, en fait, on voit sur la bordure extérieure de cet arc-là ce qu'elles sont devenues dans le crawl 2. On voit qu'il y en a une bonne partie qui ont toujours le même nombre de mots, qui est toujours en jaune, un peu plus clair. Et on a cette petite partie en vert où on a des pages qui sont passées à la frontière supérieure, entre 800 et 1200 mots. Il y en a 168 de ces pages-là. Et donc, ça veut bien dire que le JS a rajouté du contenu, potentiellement dans des volumes qui peuvent être significatifs. Et là, du coup, on peut cliquer dessus, voir quelles sont ces pages, voir quel est le contenu avec et sans, comparer, et aller vérifier un petit peu tout ça. Voilà. Et donc, le crawl over crawl permet de vraiment constater tout ça sur l'intégralité du site. Ce n'est pas le genre de choses qu'on fait, bien évidemment, forcément systématiquement, mais là, typiquement, ça les intéresse de faire ce genre d'analyse une fois par trimestre, en complément d'autres types d'analyses, pour bien comprendre, bien maîtriser leur site et vérifier qu'il n'y a pas d'écart entre les deux versions JS, pas JS. Et voilà. Est-ce qu'on a quelques questions? Juste avant de continuer sur les questions, il y avait des questions qu'on a zappées de Anna Elbaz, j'espère que je n'écorche pas son prénom, qui demandait: Google prend en compte de plus en plus l'adéquation contenu et intention de recherche, de plus en plus d'outils type serviciel développés en JS, notamment tout ce qui est calculateur, simulateur, se prend en compte. Comment faut-il les pré-rendre, etc. Donc en gros, ce qu'il a dit, c'est que pour se positionner sur un mot-clé type simulation de crédit, il faut que Google comprenne qu'il y a un vrai simulateur dedans, ce genre de choses. Ouais. Si je comprends bien. Ça, si je peux répondre, Mehdi? Ouais, vas-y. Excuse-moi, je pense que ça rejoint un peu ce que je décrivais tout à l'heure, donc un peu dans le choix de la stratégie qu'on utilise. Comme je disais, Netflix, ils utilisent des stratégies différentes suivant les types de pages. Donc leurs pages statiques sont rendues en static rendering. Et pour les pages plus interactives, ils utilisent justement un SSR qui permet d'avoir plus de JavaScript en front. Donc là, pour une application comme ça, un serviciel, il va falloir distinguer un peu vos pages de contenu autour qui décrivent le service. Et donc là, qui contiennent les mots-clés et qui présentent le service, il va vraiment falloir que ces pages-là, elles soient rendues en HTML plus ou moins statique, mais en tout cas indexable. Après, pour ce qui est de l'application en elle-même, elles peuvent être même déjà limitée aux abonnés, donc la question ne se pose même pas de son indexation. Ou alors, si elle est publique, vous allez avoir une page effectivement avec beaucoup de JavaScript parce qu'il va y avoir des calculs, des formulaires, des choses assez complexes qui vont se passer. Tout ça, il n'y a pas de problème. De toute façon, Google n'a pas vraiment intérêt à le voir. Mais toute la partie contenu, au moins le nom de l'application, une description succincte de ce qu'elle fait, à quoi elle sert, et éventuellement l'aide à l'utilisateur sur les différents champs à remplir, etc. Idéalement, ça, c'est bien de le générer en HTML et ensuite de laisser l'application JavaScript prendre la main sur tout ce qui est interaction riche
calculateur, de simulateur de crédit ou autre. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu. N'hésite pas à compléter mes lignes. Ah, parfait. Il y avait une autre question qu'elle posait, c'était comment démocratiser l'usage des CDN? Peut-être tu peux peut-être en parler, Philippe. Peut-être plus ou moins confronté à ça. Ah oui, c'est sur les CDN. Comment se démocratise l'usage? J'ai pas forcément de chiffres en tête sur la progression de l'usage des CDN. Non, oui, en fait, j'ai peut-être répondu un petit peu à côté de la question tout à l'heure parce que je parlais des CDN. C'est vrai que ça implique, ça impacte positivement le temps de chargement des ressources grâce au fait qu'elles soient mieux cachées, mieux distribuées à travers le monde. Mais après, il reste le temps d'interprétation du JS. Et pour ce qui est de la progression, j'ai pas spécialement de stats comme ça vraiment en tête. On voit de plus en plus, oui, bien sûr, on voit de plus en plus dans nos clients des dépôts qui sont en plusieurs parties. Donc, ils ont leur propre log et les logs des CDN. Il y a pas mal de, il y a du Cloudflare, il y a pas mal de Cloudflare, un peu d'Akamai. Cloudflare est assez répandu quand même. Mais je n'ai pas de chiffre exact à vous donner. Marche. Ensuite, une question sur ton graphe de distribution des mots. Moi, sur le CDN, je n'ai pas non plus de chiffres. C'est quand même très utilisé, mais je n'ai pas de chiffres. Les distributions des mots, ouais, j'allais y répondre. Non, la page distribution, le word count, c'est bien le nombre de mots, c'est bien le nombre de mots de texte une fois qu'on a retiré le code source. Donc c'est vraiment le nombre de mots, c'est vraiment les mots qu'un bot analyse pour savoir de quoi parle le contenu de la page. Et c'est les mots. Est-ce que tu retires aussi le header et footer ou ça prend aussi les mots qui sont contenus Ici, ça prend tout. Okay. Ici, ça prend tout. En fait, header et footer, c'est des notions qui ne sont pas toujours évidentes à classer de manière binaire 0-1. Parce qu'en fait, tu as header, tu as footer, mais en fait, suivant les catégories du site dans lesquelles tu te trouves, tu as aussi des panneaux latéraux qui vont être présents ou pas. Est-ce qu'ils font partie du contenu propre de la page? Et puis, en fait, tu as du contenu qui est un peu annexe à la page. Par exemple, si que tu considères, si tu regardes un peu tous les commentaires qu'il y a dans la page, est-ce que c'est le contenu propre de la page ou pas? Et finalement, c'est pas binaire en fait, c'est pas oui/non. Donc on a fait quelques tests autour de ça par une fonctionnalité qui s'appelle bloc des dupes, en fait, qui vient chercher en gros la heatmap de à quel point tel bloc de texte dans la page il est présent dans le reste du site. Et on voit que c'est jamais binaire totalement. Donc ça vient influer avec un certain seuil, mais c'est difficile de juste écarter totalement ou pas. Donc là, en tout cas, le word count ici, c'est bien le contenu textuel qu'on peut extraire. Donc il y a bien du contenu textuel qui est présent dans le cas que je présentais, qui est rajouté par le JS, qui n'existait pas dans la page avant l'interprétation du JS. Ok. Et sinon, non, effectivement, je n'ai pas de chemise. C'est une question qui a quand même 4 votes. Je crois que je ne suis pas le seul. Pas de chemise, non. Tenue de télétravail. Voilà, merci à tous. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions avant qu'on se quitte ou d'autres remarques. Merci beaucoup. Merci à vous. Yes, j'espère que ça vous a bien intéressé. Ouais, merci beaucoup. Jaquette chaussette, ouais. Merci de relever ça. Super. Bon, ça fait plaisir d'avoir des retours par le chat. C'est vrai que on a l'impression un peu de parler tout seul, mais finalement, il y a beaucoup de
Beaucoup d'interactivité à l'écrit, il faut prendre le temps de tout lire, c'est chouette. C'est vrai qu'on ne voit pas vos têtes en temps réel pour voir. C'est perturbant. Super. Et puis, du coup, dans le replay, la presse sera disponible via le replay, hein, c'est ça, Mehdi? Ouais, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un replay qui va être envoyé avec c'est un replay vidéo avec l'intégralité du webinaire. Cool. Donc moi, si jamais les liens n'étaient pas cliquables, là, avec Livestorm, j'ai remis les liens qui étaient dans ma presse dans le chat, un peu plus haut. Et voilà. Parfait. À dispo pour des questions ultérieurement sur LinkedIn ou autre. Tac. Ok, super. Belle question. Bon, ben, j'ai envie de dire bon appétit tout le monde. Hein. Il est bientôt midi. Ouais. Bonne journée. Bonne app. Merci à tous. Bonne journée. Bonne app. Au revoir. Au revoir.